Donc là, il faut vraiment qu'on la retrouve. Et il faut qu'il y ait des moyens. On espère que l'enquête va prendre une nouvelle dimension. On désespère pas. Nous, on veut la retrouver à tout prix. Peut-être que c'est fou, mais on y croit vraiment. On peut la retrouver, mais il faut que l'enquête avance et maintenant parce que ça fait déjà trop longtemps. Bonsoir. Plus de 2 ans que Tiphaine Véron, une Française de 36 ans, a disparu au Japon, volatilisée en quelques minutes dans l'un des coins les plus touristiques de l'archipel, la région des temples de Nikko. Absence tout aussi soudaine qu'inquiétante, car cette auxiliaire de vie scolaire n'avait strictement aucune raison de vouloir disparaître volontairement, encore moins sans doute de vouloir attenter à sa propre vie. La thèse de l'accident a évidemment émergé très vite dans cette affaire. Elle paraissait s'imposer dans cette région bucolique, propice aux randonnées. Puis, peu à peu, a surgi une autre explication plus sombre. La piste criminelle, celle d'une mauvaise rencontre qui aurait précipité la perte de la touriste française. Cette piste, la piste criminelle, n'aurait pas été explorée à fond. Nous allons voir ce soir avec nos invités pourquoi celle-ci retient désormais avec beaucoup d'insistance l'attention des proches de la disparue. Qui aurait pu en vouloir à Tiphaine Véron? Impossible de répondre à cette question pour sa famille, qui continue de remuer ciel et terre en France et au Japon pour que l'on puisse retrouver Tiphaine, ou tout au moins pour qu'une explication soit donnée à son absence. Étrange disparition qui semble depuis le début embarrasser les autorités japonaises. Un puzzle dont toutes les pièces, volontairement ou pas, n'ont pas été à ce jour toutes réunies. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Et ce soir, dans l'heure du crime, l'affaire Tiphaine Véron. Cette Française de 36 ans n'a plus donné signe de vie depuis l'été 2018, date où elle a mis pied au Japon, au nord de Tokyo, dans l'une des régions les plus touristiques du pays. Ce vendredi 27 juillet 2018, Tiphaine Véron atterrit à l'aéroport de Tokyo Narita. Cela fait 6 mois que cette Française de 36 ans prépare ce séjour au Japon. Elle se passionne depuis plusieurs années pour ce pays. Elle s'y est rendue une première fois en 2013 et à son retour, s'est décidée à prendre des cours de japonais, langue qu'elle commence même à écrire. Tiphaine Véron n'a toujours eu qu'une seule idée en tête, retourner dès que possible dans l'archipel. La célibataire n'a laissé aucun détail au hasard. Elle a minutieusement préparé son séjour, établi une liste de visites réservées de petits hôtels dans lesquels elle pourra séjourner. Dans la nuit du 27 au 28 juillet, elle dort dans un établissement de la zone aéroportuaire de Narita. Le lendemain, samedi 28 juillet, elle quitte la mégalopole de Tokyo. Elle prend un train vers le nord, une région de montagnes et de forêts autour de la petite ville de Nikko. Tiphaine Véron a réservé une chambre dans un petit hôtel-auberge, le Turtle Inn, fréquenté par une clientèle de touristes et de promeneurs japonais et étrangers. Comme le veut la coutume locale, Tiphaine a pris soin d'apporter un petit cadeau aux aubergistes, en l'occurrence un pot de miel. La Française ne montre aucun signe d'inquiétude. Elle a prévenu sa famille, restée en France, ses frères, sa sœur, sa mère, de son arrivée au Japon. Elle est excitée à l'idée de découvrir le pays profond, cette région au pied du mont Nakimushi, qui abonde de temples bouddhistes, région sillonnée de chemins de randonnée, de petits cours d'eau, au cœur d'une nature plutôt sauvage. C'est la première étape du périple japonais de Tiphaine Véron, parti en solo pour réaliser le rêve de sa vie. Le dimanche 29 juillet, Tiphaine Véron prend son petit déjeuner au Turtle Inn. Dans la salle, elle discute avec 2 couples, l'un français, l'autre allemand. La Française semble hésiter sur sa balade car le temps n'est pas au beau fixe. Il pleut abondamment. Elle ira peut-être visiter un musée. Vers 10h, le gérant de l'hôtel la voit sortir. Elle a réservé pour 2 nuits et a prévu de retrouver sa chambre en fin d'après-midi. Elle laisse sur place son passeport, sa valise. Elle n'emporte avec elle que quelques affaires légères, ainsi que son téléphone portable. La Française quitte l'hôtel à pied. Dans la soirée, l'aubergiste ne la voit toujours pas revenir. La clé de sa chambre n'a pas été utilisée. La cliente ne va pas rentrer de la nuit. Dès le lendemain, lundi 30 juillet au matin, l'hôtelier prévient les autorités, le commissariat de Nikko. L'ambassade de France à Tokyo est à son tour alertée. C'est elle qui va contacter la famille en France. Commence alors le mystère. Tiphaine Véron. Bonsoir Damien Véron.
Bonsoir. Merci beaucoup d'être en ligne ce soir et d'être l'un de nos invités dans l'heure du crime sur RTL. Je rappelle, vous êtes le frère de Tiphaine Véron. Damien Véron, vous allez évidemment vous rendre sur place et on va parler longuement des circonstances de cette disparition et puis ensuite des suites de l'enquête. À quel moment vous vous inquiétez du silence de votre sœur ? Dès que on vous annonce qu'elle a peut-être disparu ? On s'est inquiété un petit peu avant, parce qu'en fait, Tiphaine, ce qu'elle voulait, c'est partager son voyage avec nous. Donc, nous avions un groupe WhatsApp, et nous savions exactement ce qu'elle voulait faire, et on était au courant de tout. Donc, très rapidement, quand déjà, le 29 juillet, nous n'avions pas eu de nouvelles, effectivement, là, on a tout de suite commencé à s'inquiéter. Là, les dernières nouvelles que vous avez d'elle, en gros, c'est à l'arrivée à Tokyo, c'est ça ? Elle vous envoie sur votre groupe WhatsApp, la fameuse messagerie sur Internet, un message en disant qu'elle est bien arrivée, c'est ça ? Exactement, et même mieux que ça, c'est qu'elle nous a envoyé ses premières photos dès qu'elle est arrivée à Nico. Donc nous avions les photos de Nico à son arrivée. Alors j'ai dit qu'elle ne montre pas de signe d'inquiétude, ça c'est les témoins vont le dire, je suppose que vous confirmez Damien Véron. Elle a fait beaucoup de préparatifs, c'est pas vraiment une personne qui, on dirait, qui a envie comme ça de partir à l'aventure, en tout cas de disparaître volontairement, c'est impossible. Mais c'est tout à fait, vous avez raison, elle avait listé dans chaque ville, alors déjà elle avait réservé tous ses hôtels en avance, louer ces hôtels et surtout nous avait dit elle nous avait noté chaque lieu qu'elle souhaitait visiter donc dans chaque ville. Donc effectivement c'était très précis et très clair. Parce que ça il faut bien le souligner, Damien Véron, votre sœur c'est quelqu'un de très précis, de très méticuleux. C'est ça. Très organisée, elle avait noté tous les lieux. Vraiment, on peut pas être plus organisé qu'elle l'était pour son voyage. Pour son voyage, évidemment. Quelle est la première idée qui vous traverse par l'esprit ? Alors, je sais que c'est jamais très gai ce genre de situation et c'est même une source de tension très intense. Mais vous pensez à quoi ? Vous pensez à l'accident tout de suite ? Si vous voulez, alors évidemment, tout de suite... C'est facile à dire avec le recul, hein. Chaque fois on dit j'ai pensé à ça, mais là tout de suite, vous dites il y a un truc qui va pas, c'est un accident ? Je me suis posé la question, effectivement, je me disais que ça devait peut-être être un accident, sauf que si vous voulez, finalement peu importe, il fallait vite agir pour savoir... parce que si c'est l'hypothèse d'un accident, imaginons qu'elle soit tombée quelque part, vous devez agir très vite avec des chiens et avec des équipes, pour justement ratisser les environs. Donc, mais dans un premier temps, oui, quand la police japonaise vous a expliqué que c'était probablement la piste accidentelle, si vous voulez, nous n'avions pas d'éléments factuels pour le démontrer. Donc, oui, on pouvait penser que c'était un accident, oui. C'est un accident. En tout cas, votre sœur a disparu à ce moment-là. On a ce soir dans le studio de l'heure du crime, Maître Antoine V. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de l'heure du crime. Je rappelle que vous êtes l'avocat de la famille de Tiphaine Véron. Alors, on est au tout début là. Une femme disparaît, hein, c'est bien ça. Elle disparaît à l'étranger. C'est jamais facile déjà ce genre de procédure en France quand c'est à l'étranger. Pour un avocat, prendre un dossier pareil, c'est un peu compliqué tout de suite, non ? D'autant plus quand c'est au Japon. Ce qui, dans l'étranger, est encore une frontière encore plus infranchissable. Parce que la langue, déjà, est totalement indescriptible pour quelqu'un qui ne la parle pas. Parce que le pays est complètement incompréhensible. Parce que les institutions judiciaires sont très différentes. Parce que la police ne fonctionne pas de la même façon. Et parce qu'il y a une coutume, une culture qui échappe à l'intégralité ou la quasi-totalité de la France. Donc effectivement, déjà que c'est pas facile quand on a juste des pays européens, on va dire, ou des pays occidentaux, qui plus est quand on est au Japon, on est totalement perdu. On peut dire qu'il y a un mur, c'est ça, hein, qui est dressé. Hein. Alors un mur, il n'est pas forcément ab initio malveillant, mais en tout cas, il est très très difficile à décrypter. Il est difficile à décrypter et ça va être difficile effectivement pour la famille de Tiphaine Véron. Damien Véron, vous êtes donc le frère de Tiphaine. Vous allez partir tout de suite avec vos proches, je crois, très vite au Japon, hein, presque dans les jours qui suivent. Très rapidement, effectivement, avec mon frère et ma sœur. Quelques jours après, nous partons tout de suite au Japon. Oui. Et alors, quel est votre sentiment dès lors que vous débarquez sur place, dans cette petite ville, au milieu des montagnes, etc. Qu'est-ce que vous allez faire en tout premier lieu ? Ah non, mais Maître Antoine V a parfaitement résumé la situation. Tout de suite, alors, on les remercie parce que les policiers japonais sont tout de suite venus nous accueillir à la gare. Sauf qu'effectivement, il va y avoir tout de suite un choc de culture. Nous-mêmes avons été maladroits, ne connaissant pas ces codes. Donc on a été maladroits, eux ont été
vexés, donc ça a été assez difficile. Oui, on a pris ce choc vraiment en plein visage à notre arrivée. Ouais, c'est ça, c'est ce que vous dites, Maître Antoine V, c'est qu'effectivement, c'est impossible de se débrouiller presque tout seul dans ce genre de situation, dès lors qu'on est confronté à un point d'interrogation, finalement. Oui, c'est très difficile, et d'ailleurs on le voit encore aujourd'hui, parce que vous voyez, la famille Véron, par exemple, elle est assez soutenue par l'ambassade de France à Tokyo, et pourtant, Dieu sait que c'est difficile d'avoir des explications, de connaître précisément ce qui a été fait. Enfin, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Bien mais sûr, on va avancer dans le récit. Un des éléments les plus difficiles, c'est quand même la compréhension de ce qui se passe. Non seulement de ce qui s'est passé, mais de ce qui a eu lieu après pour connaître la vérité. Et ça va être d'ailleurs un fil rouge, cette incompréhension, tout le long, et qui continue sans doute aujourd'hui d'une manière ou d'une autre. Mais on va y venir effectivement au fil de l'émission. Les premières recherches sont lancées, mais sans succès. Le téléphone portable de Tiphaine Véron ne répond plus. Toutes les hypothèses vont alors être échafaudées, y compris les plus dramatiques. Dans les jours qui suivent la disparition de Tiphaine Véron, ses proches sont sur place, arrivés dans la petite ville de Nikko. Sa sœur Sibylle et son compagnon, ainsi que ses 2 frères. Une famille rongée par l'inquiétude et qui passe alors en revue les possibles scénarios de cette évaporation. Tiphaine a pu ainsi avoir eu une crise d'épilepsie qui l'aurait désorientée et aurait pu la faire chuter. Elle souffre de cette maladie, apparue brutalement depuis quelques années. Il lui arrive d'avoir des petites crises passagères et une fois par an environ une plus importante. La Française n'a pris aucun risque, elle a emporté avec elle ses médicaments, elle a même pris soin de rédiger un petit papier en japonais glissé dans sa poche pour prévenir qu'elle est épileptique. Personne pourtant n'a signalé une touriste en proie à une crise nerveuse ou quelqu'un qui aurait pu se blesser. Aucune patiente n'a été enregistrée sous ce nom français à l'hôpital local. La police de Nikko lance ses premières recherches. Elle parcourt les chemins qui, depuis l'hôtel, mènent à une ribambelle de temples, de complexes, de sanctuaires. Le sanctuaire Toshogu, dispersé dans la forêt. Des chemins parcourus par les touristes et de nombreuses familles dans cette région réputée tranquille et a priori sûre. Malgré l'enchevêtrement des sentiers, les autorités ne dénombrent que peu d'accidents, les autochtones comme les touristes s'écartant rarement de leur itinéraire. Les policiers s'active en essayant de ratisser les 2 km² où Tiphaine aurait pu s'aventurer. Le 10 août, les autorités locales reçoivent l'information selon laquelle une occidentale a été aperçue sur un sentier menant au mont Nakishumi. Ce témoin a été surpris de cette présence car la météo est très mauvaise et un typhon annoncé dans le secteur. 60 policiers et pompiers, assistés de chiens de recherche, se rendent sur place. Un drone et un hélicoptère sont également mobilisés, sans aucun résultat. À Nikko, la famille de Tiphaine Véron fait tout pour soutenir et accélérer les recherches. Des proches qui distribuent des tracts, des photos de Tiphaine, des appels à témoins et qui collent des affiches. La police va ainsi recevoir 80 appels téléphoniques, mais après vérification, ces signalements ne donnent rien. Les enquêteurs se tournent également vers la compagnie Tokyo Electric qui assure le fonctionnement de barrages sur la petite rivière d'Aya, un cours d'eau qui peut être violent et tumultueux, aux rives glissantes, surtout en temps de pluie. Le corps de Tiphaine aurait très bien pu être emporté en aval. Le cours d'eau est long de 400 km, mais là encore, on ne trouve rien. Damien Véron, vous êtes ce soir en ligne dans l'heure du crime et je le rappelle, le frère de Tiphaine. Alors vous êtes sur place à ce moment-là, quand les investigations commencent. Est-ce que vous avez le sentiment que la police japonaise met tout en œuvre pour retrouver votre sœur ? C'est assez paradoxal, parce que si vous voulez, on va le découvrir plus tard, mais au Japon, ils ne font pas spécialement de recherche pour leurs disparus. Donc finalement, pour nous, ils ont essayé d'en faire. Mais comme ils ne sont pas habitués à en faire, finalement, ça a été assez laborieux. Il y a eu une journée de recherche dédiée à Tiphaine, donc finalement c'est très peu. Quand vous avez énormément de Alors là, surface à ratisser. je vous arrête tout de suite, Damien Véron. Une seule journée de recherche pour retrouver Tiphaine, c'est bien ça ce que vous dites ? Exactement. Et il aura fallu justement, comme vous l'avez expliqué, un témoignage d'un randonneur pour dire qu'ils ont vu une femme dans la montagne. On le savait que c'était pas Tiphaine, mais ils avaient besoin de cet argument pour pouvoir faire leur recherche. Donc une seule battue aura été faite. Il aura fallu que Sibylle courageusement
interpelle Emmanuel Macron et Shinzo Abe pour qu'il y ait une deuxième battue au mois d'octobre 2018, mais c'est pareil, ça aurait été très très superficiel. Là, j'avoue que vous me coupez les jambes parce que on ne comprend pas une seule journée pour essayer de retrouver Tiphaine, mais peut-être Maître Antoine V, qui est dans le studio ce soir de l'heure du crime, a une réponse. C'est quoi? C'est la culture japonaise qui est complètement différente? Bien évidemment, puisque il y a des données structurelles qu'on peut quand même comprendre. La première, c'est que c'est un pays qui a un taux de criminalité extrêmement bas. Si l'on compare, c'est un des taux les plus bas du monde. Donc évidemment, dans un pays dans lequel la criminalité est très très basse, les enquêtes, la justice ne fonctionnent pas pareil. Les Français l'ont un tout petit peu découvert quand il y a eu le cas de Carlos Ghosn, mais sinon c'est assez rare qu'on entende parler de la justice japonaise. Deuxième chose, il existe au Japon, et ça la famille de Tiphaine l'a découvert, un phénomène qui s'appelle les évaporés. Alors racontez-nous ça, parce que ça c'est très intéressant. C'est apparemment au Japon il y a beaucoup de gens qui disparaissent, et comme vient de le dire Damien, on lance pas des investigations à chaque fois que quelqu'un disparaît. Donc si on cumule l'absence de contexte criminel et ce phénomène des évaporés, on peut expliquer que, comme l'a exprimé Damien, quand ils sont arrivés au Japon, ce qu'ils ont souhaité obtenir des Japonais, comme on aurait pu le souhaiter l'obtenir des gendarmes ou des policiers français, a pu peut-être paraître au niveau du Japon quelque chose d'extraordinaire, d'inexplicable, d'inattendu. Et tout ce phénomène culturel, c'est ce qui est encore aujourd'hui au centre de notre compréhension de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que cette affaire, elle a deux volets. Un premier volet, c'est celui que vous essayez de décrypter et qui est très intéressant. C'est les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? La vérité. Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Quelle est la chronologie? Quels sont les éléments qui ont quand même été recueillis? Mais après, il y a une deuxième donnée qui est la plus difficile. C'est qu'avons-nous réellement compris de ce qui a été fait? Et que pouvons-nous encore aujourd'hui obtenir par rapport à la culture japonaise et par rapport à ce qui est réel et possible. Et ça, c'est une deuxième donnée très inconnue qui a justifié d'abord que la famille s'entoure d'un cabinet d'avocats et que nous-mêmes, nous cherchions aujourd'hui à nous entourer de maximum de professionnels. Et avec le soutien, on l'espère, des autorités françaises sur place, parce que sans leur soutien, autant vous dire que c'est un pays extrêmement difficile à décrypter. Oui, et alors ce que vous dites est totalement capital dans cette affaire. Effectivement, c'est sans doute le pivot pour tout comprendre ce qui se passe au Japon depuis 2 ans. D'autant plus que, il faut le dire aussi, Maître V, la police japonaise est d'ailleurs souvent, comme toutes les polices, est fière de ses prérogatives. On n'empiète pas sur son terrain. Si elle a décidé de faire telle chose, c'est telle chose. Et d'ailleurs, les relations vont sans doute un petit peu se tendre entre autorités. Mais par exemple, nous, on a l'habitude d'un pays qui fait une taille assez petite et dans lequel on a un État centralisé. Donc les gendarmes de Poitiers, les gendarmes de Clermont-Ferrand et les gendarmes de Grenoble fonctionnent à peu près selon le même schéma. C'est pas du tout le cas au Japon. Et donc les polices locales sont pas forcément dans le même lien de hiérarchie par rapport à une police à Tokyo. Et donc il y a effectivement une culture, une mentalité, une frustration qui a pu avoir eu lieu au niveau de la police locale. Et alors le pire, c'est de penser en réalité qu'on aurait des standards universels qui nous permettraient, avec de la bonne volonté, de décrypter tout ce qui se passe au Japon. Ben non, le Japon, c'est une culture, c'est une langue, c'est une organisation, et on peut pas forcément tout appréhender, tout expliquer et tout décrypter. Et il n'y a pas forcément des comportements universels communs de bon sens. Et donc finalement, une des difficultés, un des combats qui est aussi mené par la famille Véron depuis tant de temps et depuis la disparition de leur sœur, c'est d'essayer tant bien que mal de comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné comme nous, on aurait pu le faire. Notamment dans les recherches qui ont été faites, c'est l'origine de votre question. Eh ben oui, dans les recherches qui ont été faites, on peut dire une chose, c'est qu'en France, on aurait peut-être abouti au même résultat, mais on aurait fait les choses totalement différemment. Et aujourd'hui, on a beaucoup de points d'interrogation dans ce dossier. Des recherches infructueuses, personne n'a rien vu, mais pourtant impossible de s'évaporer de cette façon dans un lieu aussi fréquenté. La thèse la plus évidente, celle de l'accident, pourquoi pas, suite à une crise d'épilepsie. Mais cette thèse s'éloigne, apparaît plus clairement alors une autre possibilité, celle d'un crime. Qui aurait pu s'attaquer à Tiphaine Véron, lui faire du mal, et pourquoi ?
Dans les semaines et les mois qui suivent la disparition, ses proches et ses collègues de travail s'interrogent. Tiphaine n'était pas du genre à susciter des tensions et à avoir des ennuis. À l'école maternelle Alphonse Daudet, à Poitiers, où elle est auxiliaire de vie scolaire, plus précisément aide à la scolarisation pour les élèves en situation de handicap, Tiphaine est considérée comme une personne ponctuelle, dévouée, sérieuse et ayant parfaitement la tête sur ses épaules. L'école organise une journée pour Tiphaine, histoire d'alimenter une cagnotte permettant à la famille de la disparue de financer les frais d'enquête. À Poitiers, une information judiciaire est ouverte par le procureur. Un juge d'instruction désigné commence alors un échange de documents dans le cadre de la coopération policière internationale. Travail fastidieux qui nécessite le plus souvent des traductions. Une lourde machine administrative qui ralentit fatalement la marche des investigations. D'autant plus que le temps presse, l'hypothèse criminelle ne faisant que se renforcer au fil des jours. Pour dernière preuve de vie de Tiphaine Véron, le juge dispose d'une photo prise par le couple de touristes allemands au matin du 29 juillet 2018. Les enquêteurs savent encore que son portable a borné sur le Wi-Fi de l'hôtel de Nico aux alentours de 11h du matin, heure locale. Ce téléphone a reçu des appels vers 23h, toujours heure locale, mais l'appareil n'a émis aucune communication. Les proches sont dubitatifs. Ils estiment que trop peu de vérifications ont été conduites sur le téléphone portable de Tiphaine. Ils vont aussi s'interroger sur le fait qu'aucune perquisition digne de ce nom n'aurait été menée dans la chambre occupée par la Française à l'auberge Turtle Inn. Les interrogations ne manquent pas, d'autant plus que cette région touristique, réputée si tranquille, ne le serait pas autant que cela. À Nico, un panneau installé sur un chemin de promenade juste devant le temple de Takino, l'un des plus visités, avertit les promeneuses de rester sur leur garde. Un individu rôde en ce moment même dans la région. Il se présenterait comme un guide touristique auprès des femmes, dans le but, semble-t-il, de les importuner ou de les agresser. Un panneau uniquement rédigé en japonais que n'a pas forcément vu Tiphaine Véron, ou qu'elle n'a peut-être pas su déchiffrer malgré ses connaissances de la langue. 3 semaines après la disparition, une tête décomposée avait été découverte sur une voie ferrée à Nico et un corps dans une rivière du secteur. Pas de rapport avec Tiphaine Véron, mais aucun commentaire de la part de la police locale. Damien Véron, vous êtes le frère de Tiphaine Véron et en ligne ce soir dans l'heure du crime. Que dire de ces interrogations que vous posez sur l'absence de vérification, perquisition, etc. Vous, là, à cette époque, vous vous dites ça marche pas, ça avance pas ? C'est exactement ça, on est en plein désarroi. Heureusement, l'ambassadeur de France au Japon vient régulièrement nous voir à Nico et organiser des réunions avec la police, justement pour les inciter à faire des choses. Mais effectivement, on découvre des panneaux, comme vous l'avez évoqué, qui dit qu'il existe un faux guide. Donc oui, nous, au fur et à mesure, en fait, de notre mois de d'août, on commence vraiment à s'inquiéter parce qu'on voit qu'effectivement, c'est pas une ville forcément tranquille, Nico. Bien sûr. Alors concrètement, qu'est-ce que vous faites ? Expliquez-nous, parce que Nico, c'est pas une très grande ville. Il y a, je suppose, un poste de police centrale, un commissariat, des autorités, une mairie, je ne sais pas. Vous faites le siège de ces personnes, de ces autorités, tous les jours, au quotidien ? Régulièrement. Effectivement, on va les voir. Alors déjà, je vous l'ai dit, il y a des réunions avec l'ambassadeur de France du Japon qui vient pour les faire... Qui se déplace lui-même, qui se déplace lui-même, qui organise des réunions, parce que lui, son objectif, c'est qu'il y ait un dialogue entre la police française et japonaise. C'est ce qu'il essaye de mettre en place très rapidement. Malheureusement, ça n'aura pas lieu, donc finalement, un petit peu contre notre volonté, nous sommes obligés, si vous voulez, d'essayer d'assurer ce lien entre la France et le Japon. Donc c'est ça. Donc le mois d'août, c'est recherche sur le terrain, parce qu'aussi notre grande angoisse, c'est que Tiphaine puisse être quelque part, et si vous voulez, qu'elle soit en train d'agoniser et qu'il n'y ait aucune recherche qui soit faite. Donc ça, c'est terrible. Et puis c'est ce que vous étiez en train d'expliquer, c'est qu'au fur et à mesure du mois d'août, on découvre ces panneaux avec des Japonais qui nous aident. Donc là, on se dit, mais oui, il y a un climat vraiment... C'est ça, on n'est plus dans le même monde, c'est ça. C'est plus le monde idyllique de cette région de temples, etc. Un mot, Damien Véron, c'est une région que vous connaissez bien, et hélas, vous y êtes allé désormais quelques fois. C'est quoi ? C'est une région très escarpée, très difficile d'accès, il y a des caches, il y a des grottes ? Pas forcément. Vous n'avez pas spécialement de précipices. Effectivement, la nature autour de Nico est assez vaste,
mais les chemins, un petit peu comme dans l'esprit du Japon, sont très bien balisés, bien organisés. Par contre, effectivement, dès que vous sortez un petit peu du centre-ville, vous êtes très vite isolé. Donc, ce constat, je l'aurais fait par moi-même, mais on l'aura fait aussi avec des experts qui nous ont accompagnés au mois de mai, où nous avons entièrement ratissé la rivière, puisque les Japonais ne faisant pas de recherche, c'est nous qui avons dû les mener. C'est vous qui les avez menés et qui avez effectivement ratissé la rivière. Je crois qu'à un moment donné, vous croyez trouver une coque de téléphone, et puis c'est pas ça, hein, c'est ça, au fond de l'eau. Tout à fait. Hein, vous allez donc vous accrocher au moindre détail. Damien Véron, il est tout à fait possible que Tiphaine, sur ces chemins plutôt déserts, ce que vous décrivez, ait fait une mauvaise rencontre. Mais c'est tout à fait possible. D'ailleurs, on sait. Alors, le problème, c'est qu'à chaque fois, si vous voulez, qu'il y a des faits divers ou des choses qui ont pu se passer, c'est que nous, évidemment, on n'est pas enquêteurs. Donc, bien sûr, on n'a jamais pu être en mesure de savoir ce qui s'était réellement passé. Même lorsque l'ambassadeur le demandait directement aux autorités japonaises, il n'y avait pas forcément de réponse. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de s'accrocher à des éléments factuels pour essayer d'avancer. Avec vos moyens et votre courage. Maître Antoine V, vous êtes l'avocat de la famille Véron, et ce soir, dans le studio de l'heure du crime, j'aimerais qu'on revienne avec vous un petit peu, parce que ça, c'est quand même très important, et à la fois, c'est un élément central sur cette fameuse coopération policière et judiciaire entre la France et le Japon. C'est très compliqué, ce genre de dossier. On l'a déjà dit, mais il faut expliquez-nous comment ça se passe. Bon, alors, déjà, c'est très compliqué, mais déjà, comme vous l'avez rappelé, il y a une procédure judiciaire ouverte en France, à Poitiers. Un juge d'instruction. Et un juge d'instruction est aujourd'hui saisi, toujours, et il est saisi pour des faits d'enlèvement et de séquestration. Donc, il y a une tonalité quand même criminelle à la saisine d'un juge d'instruction. Ce juge d'instruction a fait des actes. Il a lancé une commission rogatoire internationale pour permettre à des enquêteurs français de se rendre au Japon. Malheureusement, et ça nous l'avons découvert parce que nous avons été saisis après cette première vague d'investigation, on peut dire que l'état du dossier actuel du juge d'instruction est incomplet. Il est incomplet parce que ce qui est rentré du Japon n'est pas traduit dans sa totalité, donc on ne peut pas savoir. Par exemple, on va nous dire qu'il y a eu une perquisition, mais vous savez quelle est l'importance de la procédure en matière criminelle. Si vous ne savez pas comment elle a été faite, ce qu'elle a donné, bon, c'est une perquisition, on peut en ouvrir une porte et en fermer une autre. Et ça peut être un objet de nullité éventuellement. Exactement. D'une procédure. Mais surtout, les investigations qui ont été conduites à la fois par les Japonais et par les Français jusqu'à présent ne paraissent pas complètes. Et je veux dire que quand la famille Véron est venue nous voir au cabinet, quel est le rôle d'un avocat dans une affaire qui est d'une certaine façon déjà aussi ancienne? On n'est pas des enquêteurs, on n'est pas capable de les aiguiller, ils se sont déjà rendus sur place, on ne va pas aller fouiller les rivières avec eux, mais on a essayé de leur dire, et ils ont été d'accord pour cela, que encore pendant quelques mois, on avait la possibilité d'essayer d'avoir une méthode dans la façon dont on gérait les choses, en lien avec les autorités. C'est pour ça qu'on en parle aussi souvent, et diplomatique et judiciaire. Rien ne sera fait dans ce dossier si la juge d'instruction française n'est pas alimentée par les bonnes questions. Et donc ce que font aujourd'hui la famille, les gens qui sont autour d'eux, leurs avocats, à notre place et dans notre rôle, c'est d'essayer de donner à la fois aux autorités diplomatiques françaises, aux autorités politiques et aux autorités judiciaires, des pistes, des éléments et des choses que nous souhaiterions pouvoir voir creuser encore pendant quelques mois pour apporter une forme de vérité à la famille. Et c'est ça le processus judiciaire. Aujourd'hui, on sait bien que ça va être compliqué, des mois plus tard, de retrouver Tiphaine. La famille, je pense qu'elle le sait, mais ce qu'elle voudrait, c'est se dire qu'elle a tout donné, tout fait, dans le cadre qui est le sien judiciaire notamment, pour approcher au plus près de la vérité. Des doutes de plus en plus insupportables sur le sort de Tiphaine Véron. Malgré les assurances des autorités, la police japonaise va desserrer son étau et alléger le dispositif d'enquête. Un dossier risquant à tout moment de s'éteindre et qui va donc devoir être porté à bout de bras par la famille. Dès les premières semaines, les proches de Tiphaine Véron ont senti que cette disparition n'était peut-être pas le fruit d'un simple accident. Ils se sont donc démenés pour que l'enquête au Japon et en France s'accélère et que les investigations soient le plus poussées possible. Le 7 août 2018, un peu plus d'une semaine après la disparition, la mère de Tiphaine, Anne Désert, rédige une lettre ouverte à l'attention d'Emmanuel Macron dans laquelle elle estime que tous les moyens ne sont pas mis en œuvre pour retrouver sa fille.
Même si un observateur français envoyé au Japon certifie que la police locale agit de façon efficace et normale, la famille doute. Les enquêteurs locaux manqueraient de curiosité et de volonté de trouver la vérité. Sybille Véron, la sœur de Tiphaine, va elle aussi interpeller le président de la République. Dans la cour de l'Élysée, alors qu'il accueille le Premier ministre du Japon, Shinzo Abe, en visite en France, la sœur de Tiphaine est reçue par les deux dirigeants. Tous les deux m'ont écouté et se sont engagés à débloquer la situation, dit-elle alors. Début 2019, après 6 mois d'investigation, force est de constater que l'enquête n'a pas apporté les fruits espérés. Aucune avancée notable, si ce n'est une accumulation d'interrogations et d'hypothèses. La famille fait alors savoir qu'elle s'adjoindra les services d'enquêteurs privés. Quelques mois plus tard, l'ancien gendarme Jean-François Abgral se voit ainsi confier le dossier Tiphaine Véron. Abgral, devenu enquêteur indépendant, est un habitué des procédures judiciaires et des dossiers délicats. C'est lui qui notamment a fait avancer l'affaire Émile Louis, les disparus de Lyon, et obtenu les confessions de Francis Holm. L'ancien gendarme explique ainsi au journal Centre Presse: le plus long, c'est maintenant, c'est un travail de fond. Nous défrichons le dossier depuis 1 mois et demi. Par expérience, je sais qu'il ne sert à rien d'aller courir dans un endroit. Je ne vais pas à la pêche. J'ai besoin de m'imprégner du dossier pour faire des choses efficaces. Jean-François Abgral reprend donc le dossier de A à Z. Pas de contre-enquête, mais une enquête. À lui de creuser la piste criminelle, d'examiner la personnalité de la victime, de refaire son parcours au Japon, d'interroger des témoins et de nouer sur place un réseau de contacts qui vont apporter des informations. L'enquêteur privé n'exclut pas la possibilité d'un enlèvement perpétré par un homme habitué des lieux, connaissant bien les habitudes des touristes et propre à s'évanouir rapidement dans le paysage. L'hypothèse d'une séquestration pourrait être ainsi envisagée et, le cas échéant, si elle est étayée, présentée à la justice japonaise. Maître Antoine V, vous êtes notre invité, l'un de nos invités ce soir dans l'heure du crime et dans le studio de RTL. Je crois que c'est vous qui avez pris cette décision et qui avez fait le choix de Jean-François Abgral dans ce dossier. Oui. Pourquoi, tout simplement? Parce qu'il faut revenir juste à l'origine de cette procédure. L'origine de cette procédure, comme vous l'avez donné, c'est la famille de Tiphaine, qui sont d'un courage, d'une résilience, d'une force pour continuer à tenir à bout de bras quelque chose qui, s'il n'était pas là, aurait été définitivement fermé. Il faut savoir quand même que quand il y a des affaires internationales, il y a une logique institutionnelle qui se met en place. Elles sont un poil à gratter entre deux pays, la France et le Japon. Et c'est par la force, notamment de la sœur de Tiphaine, que déjà les chefs d'État se sont mobilisés pour essayer de l'écouter, de lui apporter... Ce petit épisode que j'ai raconté, elle manque pas de culot. Non, mais c'est au-delà du culot, c'est un courage vital, et puis c'est un courage, vous savez, fraternel. Ils ont perdu leur sœur, et c'est des gens, moi quand je les ai rencontrés, qui m'ont tout de suite plu en fait. Parce que c'est des gens authentiques et ce qu'ils cherchent, c'est quelque chose que chacun peut comprendre. Vous avez une personne qui est disparue, il y a rien de pire en fait dans la vie. Ça. Vous savez, on dit souvent les disparus dans les vols. Vous imaginez quand vous êtes comme eux et pendant des jours et des jours vous ne savez pas. Et aujourd'hui, je pense qu'ils ont essayé de mobiliser après autour d'eux dans un second souffle une autre méthode. L'autre méthode, ça a été de dire de toute façon le temps qui passe joue contre nous et il faut qu'on essaye de lancer une dernière salve pour comprendre ce qui a pu se passer et nous-mêmes peut-être arrêter à un moment ou un autre de se poser ces questions. Peut-être qu'on n'aura pas la réponse. Vous savez, je leur dis tout le temps et je le redis, il y a plein d'affaires criminelles en France qui ne sont pas finalisées, dont on ne connaît pas l'épilogue. Donc ça sera peut-être le cas de l'affaire Véron et ils seront capables de l'entendre. Mais en tout cas, il y avait trop de points d'interrogation dans leur dossier et c'est pour ça que d'abord, ils sont venus à nous pour reprendre un petit peu le cours de leur dossier, pour qu'on essaie de les assister. Mais nous, on est assez limités. D'abord, on n'est pas japonais. Et puis deuxièmement, on n'est pas enquêteur. Et donc on a effectivement fait un casting, on va dire, pour essayer de savoir qui pourrait nous épauler le plus dans le dossier. Et on a retrouvé plein de bienveillance chez plein de gens qui nous ont aidés. Et je crois qu'il y a énormément de gens qui se mobilisent autour de la famille Véron, notamment les médias. Et c'est très important une émission comme la vôtre ce soir, parce que on a besoin des médias pour en parler. On est fiers de la faire et de donner la parole. Et c'est fondamental pour la famille. Des gens qui sont des gens connus, qui ont porté le message des Véron.
Les politiques, on dit toujours du mal des politiques, mais enfin là, ils se sont quand même un petit peu mobilisés. Les diplomates, dans le cadre qui est le leur, il ne s'agit pas de dire du mal du Japon, sinon tout se ferme, c'est comme une huître. Et puis maintenant, les professionnels de la justice, et effectivement, nous avons demandé à Jean-François Abgral de nous aider parce que il a une mission très claire, c'est celle de proposer à la justice des pistes réalisables que l'on peut encore creuser. Alors, concrètement, ça veut dire quoi, maître? Il va chercher il va aller sur place, je suppose, mais il va chercher des clés, certaines choses qui n'auraient pas été. D'abord, il va avoir une lecture du dossier. Nous, on a déjà eu notre lecture du dossier, on dirait en tant qu'avocat, mais il va avoir sa lecture du dossier d'enquêteur, et il va déjà pouvoir expliquer à la famille qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier. Ce qui est pas facile parce qu'il n'est pas complet. Donc on va essayer de rendre le dossier le plus complet possible pour expliquer ça à la famille. Et deuxième chose, il va essayer d'identifier des pistes, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, par exemple sur la téléphonie. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été regardées. Sur le témoignage des personnes sur place, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été creusées. Sur peut-être les lieux, je sais pas. En fait, comme il l'a dit lui-même, alors c'est pas mystique, mais s'il est Jean-François Abgral, s'il a ses parcours, cette expérience, et c'est ça que nous sommes allés chercher, c'est peut-être parce qu'il va arriver à voir ou à approfondir des choses que nous n'avons pour le moment pas vues. Cette espèce de science du terrain qui anime souvent les très grands enquêteurs. Damien Véron, vous êtes en ligne, toujours dans l'heure du crime. Vous avez entendu Maître V, votre avocat. Est-ce que vous êtes prêt finalement à tous les épilogues, que ce soit une solution apportée peut-être par Jean-François Abgral, ou bien peut-être le silence et puis rien? Non, mais tout à fait. Maître Antoine V a parfaitement expliqué notre état d'esprit. Effectivement, il faut que tout ce qu'on n'a pas réussi à obtenir en termes de réponse, on puisse l'avoir. Donc c'est sûr que, si vous voulez, fin décembre 2019, nous étions vraiment au fond du trou, puisque nous avions aucune solution. Et c'est vrai que, on va dire, on a trouvé notre sauveur en Maître Antoine V, qui justement a été le capitaine de navire, pour justement, tout simplement, être capable de trouver un enquêteur qui puisse mener une enquête comme ça. Et puis aussi, le travail considérable du cabinet d'Antoine Veil, c'était justement de pouvoir être capable de faire une synthèse de tout ce qui avait été fait, puisque c'était assez brouillon. Donc non, on a repris évidemment espoir par rapport à tout ce travail qui a été accompli, et puis les choses maintenant vont pouvoir au moins être lancées, et on espère avoir des réponses. 2 ans après la disparition de Tiphaine Véron, l'enquête privée va donc retourner au Japon avec une longue liste de vérifications qui manquent à l'appel, des investigations simples mais apparemment jamais conduites par les autorités locales. Malgré le silence et des recherches qui ont conduit à des impasses, la famille de Tiphaine Véron, ses frères, sa sœur sont persuadés que la vérité va finir par apparaître. L'ancien gendarme devenu enquêteur privé Jean-François Abgral doit mener sur place l'enquête, de quoi redonner de l'espoir dans un dossier qui semblait être condamné à l'oubli, tout aussi bien côté français que côté japonais. Les proches ont ainsi répertorié toute une liste de missions, parmi lesquelles certaines auditions de témoins ou encore la fouille du lac de Shuzenji, qui se trouve à une 30aine de minutes de l'hôtel. Tiphaine Véron avait effectivement envisagé de s'y rendre lors de son séjour à Nikko. La police japonaise n'a jamais fait de recherche dans ce plan d'eau. Les chutes de Kigon, dans un parc naturel, n'auraient également pas été explorées comme il se doit par les enquêteurs. La famille de Tiphaine Véron abat ainsi sans doute ses dernières cartes, mais impossible de se résoudre, malgré le temps qui s'écoule et les 9700 km séparant la France du Japon, impossible d'abandonner Tiphaine à son propre sort, quoi qu'il en soit. Damien Véron, vous êtes en ligne ce soir dans l'heure du crime. Je le rappelle, vous êtes le frère de Tiphaine. Il reste beaucoup à faire pour essayer de retrouver votre sœur, ou en tout cas de retrouver une trace de son passage quelque part. Beaucoup d'actions restent à mener sur le terrain. Mais tout à fait, vous avez raison. Alors déjà, il y a effectivement toutes les pistes qu'a évoquées Maître Antoine Veil, c'est-à-dire aller au bout du téléphone, être capable de connaître et d'auditionner les personnes autour de l'hôtel, rien que les gens qui étaient dans l'hôtel, les touristes que Tiphaine a pu croiser. Donc oui, il reste encore beaucoup de choses à obtenir. Et effectivement, quand tout aura été fait, au bout d'un moment, vous êtes obligé, effectivement, comme l'expliquait Antoine Veil,
d'un petit peu de vous incliner quand tout a été fait. Mais là, il reste tellement de choses à faire que oui, on est combatif et on n'abandonnera pas. Vous allez vous-même retourner au Japon? Parce que là aussi, vous pouvez d'ailleurs nous le dire très franchement, c'est que ce sont des opérations qui coûtent très cher. Il faut de l'argent, il faut des financements. Je sais qu'il y a des cagnottes qui ont été lancées. Vous continuez dans ce sens-là? Mais tout à fait. Pour ce qui est des recherches sur le terrain, durant 1 an et demi, on a pratiquement déboursé 70 000 euros. 70 000 euros. C'est colossal, puisque nous y sommes allés avec des experts français, notamment pour fouiller la rivière. Donc vous avez les billets d'avion, l'hébergement, et pour faire aussi les recherches, effectivement l'enquête, il va falloir aussi mobiliser encore une somme d'argent importante. Tout à fait. Mais qu'est-ce que vous dites là? Vous dites peut-être qu'il y a des mécènes ce soir qui nous écoutent. Il faut peut-être faire passer ce message. Mais vous avez raison. N'hésitez pas, Damien Véron. Hein. Mais vous avez raison, je ne vais pas hésiter. On a créé une association, Uniportifène, justement, où il est possible de faire un don à notre association. Donc Uniportifène, c'est ça. Uniportifène.org, tout à fait. C'est notre site internet qui permet à qui le souhaite de venir nous aider en faisant un don. Maître Antoine V, vous êtes dans le studio ce soir, RTL, de l'heure du crime. Est-ce que la justice française va se rendre sur place? Parce que ça, il y a des commissions rogatoires. Hein. Racontez-nous en 2 mots. Moi, je souhaite que la juge d'instruction, elle se rende sur place. Mais je souhaite aussi qu'on puisse l'aiguiller. Alors, vous voyez, la cagnotte, par exemple, c'est quelque chose d'important pour mettre les bonnes énergies dans cette quête vers la vérité. Les bonnes énergies, c'est quoi? C'est pas d'ériger les uns contre les autres. La justice, elle a travaillé dans ce dossier. La juge d'instruction, elle a travaillé dans ce dossier. Mais il faut qu'on arrive à mettre nos intelligences collectives au service d'une enquête qui soit irréprochable dans le temps qui nous reste. Et donc, oui, j'ai toujours dit à la famille qu'il faudra prévoir un déplacement sur le sol japonais, mais qui soit un peu conclusif. Et donc qui doit être préparé. Après, on n'a pas eu de chance et en même temps, on a beaucoup travaillé dans cet intervalle parce qu'on ne peut pas se déplacer si facilement que ça. Mais on essaye avec l'aide de chacun. Avec la Covid, hein, c'est ça? Oui, avec la Covid, bien sûr. Mais on essaye avec l'aide de chacun. On a eu l'ambassadeur de France au Japon il y a quelques semaines. On essaye avec l'aide de chacun d'imprimer une méthodologie, de savoir où est-ce qu'on doit aller regarder, où est-ce qu'on peut encore aller regarder et où est-ce qu'on va avoir besoin en fait des autorités diplomatiques pour demander aux Japonais de nous aider une dernière fois. Qu'est-ce qu'on va y retrouver? Je ne sais pas. Où est-ce qu'on va aller creuser? Je ne sais pas. Mais il y a encore tellement de choses à faire sur place et on ne pourra le faire qu'avec l'appui et l'accompagnement des autorités japonaises. Enquêter de façon utile, c'est ce que vous nous dites là ce soir dans l'heure du crime. Vous parlez du temps qui nous reste dans cette enquête. Est-ce que c'est un temps court ou est-ce que c'est un temps long? Non, c'est un temps court. C'est une course contre la montre, de toute façon une disparition. Donc toutes les secondes qui passent nous éloignent un peu plus de la perspective de trouver quelque chose. Vous avez parlé des traces de Tiphaine, c'est ce vers quoi on tend. Je veux dire, on n'est pas des vendeurs de vent. On sait bien que le temps qui passe n'est pas à la faveur de la personne. Mais par contre, on cherche des traces. Et donc oui, bien évidemment, on cherche à comprendre un cheminement qui soit, et ça sera de toute façon toujours une hypothèse. Même la justice est une hypothèse. Il y a des erreurs judiciaires. Donc à partir de là, on ne sait jamais vraiment. Mais en tout cas, ce qu'on veut donner à la famille, c'est une méthodologie, c'est l'appui de gens qui sont mobilisés et c'est l'idée, je pense, qu'ils auront tout fait pour que cette affaire soit à la hauteur de ce qu'a été ou ce qu'a été pour eux leur sœur. On sent beaucoup d'espoir et d'animation et si par malheur on ne trouvait rien? Mais ça a été le premier mot qu'on a eu avec la famille. C'est pas par malheur, faut être réaliste. Il est très probable que malheureusement on ne trouve rien. Et s'il s'était agi d'essayer de faire du vent après les espoirs de victimes, on n'y serait pas allé. Ce qui a motivé notre choix, c'est d'abord l'immense rationalité de cette famille, des demandes qui sont tout à fait possibles à remplir, et l'existence de cases qui n'ont pas encore été creusées et qui peuvent être creusées avec des moyens raisonnables et dans un temps raisonnable. On espère que
un jour, en fait, la famille de Tiphaine va pouvoir finalement fermer la porte de ce dossier et continuer à vivre leur vie, parce que c'est des gens extraordinaires, toute leur famille, c'est des jeunes. Tiphaine, elle était jeune, leurs frères et leurs sœurs sont jeunes, il y en a qui ont des professions, des familles aussi à faire vivre, et je pense qu'ils sont un peu en asphyxie. Donc il faut leur redonner de l'air, et j'espère que dans quelques temps, on pourra annoncer de nouvelles choses. On espère vous porter chance. Damien Véron, juste encore un petit mot, mais vraiment très court, parce qu'on arrive au bout de l'émission. C'est l'espoir, il y a de l'espoir toujours, hein. Toujours, on garde espoir, et effectivement, on va tout faire pour aller au bout, grâce à Antoine Wey, bien sûr. Merci beaucoup Damien Véron et Maître Antoine Wey d'avoir été les invités de l'heure du crime, consacrée ce soir à la disparition de Tiphaine Véron. 2 ans de mystère, mais une enquête qui reprend espoir. Émission préparée par Justine Vignot et Marie Bossard. Marc Bisset à la réalisation. Merci à toute l'équipe. Un grand merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir cette heure du crime.